Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur VRAC, je suis Audrey Vuettaz. Après 10 mois de pause, on commence cette nouvelle saison avec une invitée ultra motivante. Elle s'appelle Camille Etienne, elle a 20 ans et elle est membre du collectif On est prêt. Elle m'a reçue dans son joli appartement parisien et nous avons parlé avion, agriculture et Greta Thunberg, entre autres. Mais avant de vous faire écouter ça, j'aurai un petit service à vous demander. Si vous aimez l'épisode qui va suivre, n'hésitez pas à commenter, laisser une note sur iTunes ou partagez-le sur vos réseaux sociaux. Ça va m'aider pour le relancer. Allez, assez de blabla et bonne écoute. Salut Camille. Bonjour. Alors merci beaucoup de nous accueillir en pleine canicule au milieu de tes 1001 projets. C'est super sympa. Merci. Là on enregistre au lendemain de la venue de Greta Thunberg à l'Assemblée nationale et il s'avère que tu y étais. Oui, j'y étais en tant que membre du collectif On est prêt. On a été invités, on a un peu couvert l'événement aussi sur nos réseaux. Et voilà, et je connaissais quelques jeunes qui étaient de Youth for Climate à la tribune et c'était un moment fort. Donc j'étais contente d'être là pour le vivre. Justement, raconte-nous un peu, parce que du coup ça a dû se faire dans une ambiance particulière. Pour rappel, il y avait quand même pas mal de députés qui ne voulaient pas qu'elle vienne s'exprimer à l'Assemblée. Donc comment ça s'est passé et comment toi tu l'as ressenti ? C'est vrai que c'était un jour particulier pour plusieurs raisons. Déjà, c'était un des jours les plus chauds de France, donc c'était symboliquement assez fort. Et c'était aussi le jour du vote du CETA. Et puis donc il y avait cette histoire où certains députés ne voulaient pas qu'elle vienne parce que c'était soi-disant une gourou infantilisée. Et elle a beaucoup ironisé là-dessus. Et moi j'ai trouvé son discours incroyable, le discours des jeunes du Youth for Climate aussi. Et ce qui était un petit peu déprimant, c'était en fait, il y avait une séance de questions après des députés. Et c'était, je généralise, mais pour 90%, tellement à côté de la plaque que ça nous a tous un peu fait peur, quoi. Et ils étaient là à dire ce qu'eux faisaient dans leur petit bout de machin, ou en disant oui, mais il y en a même un qui a dit à un moment donné oui, mais c'est un peu triste parce que j'aimerais bien que vous puissiez, que les jeunes, vous continuiez à aimer ce qui faisait la jeunesse, voyager, etc. Mais à un moment donné, Greta leur a dit mais je crois que vous n'avez pas bien compris ce qu'on vous a dit. Arrêtez de me remercier, arrêtez de nous demander de prendre encore l'avion. Là, on vous parle d'un truc vraiment grave et ça ne devrait pas être à nous d'être les alarmistes en fait. Oui, du coup, ça devait être une ambiance particulière entre oui, on vous a entendu, mais est-ce qu'on vous a écouté vraiment ? Le fait est que non, puisque l'après-midi et quelques heures après, ces mêmes députés qui étaient là à nous dire on va faire plein de trucs pour la planète, vous inquiétez pas, ont voté pour le CETA qui est environnementalement parlant, si on reste simplement sur le plan environnemental, une catastrophe. Et ça, c'est des faits, c'est absolument pas un jugement politique ou quoi que ce soit. Mais il y a quand même des limites parce qu'il y a quand même pas mal de députés LREM qui se sont abstenus. C'était une courte majorité, donc ça, est-ce que ça te fait plaisir ? Le fait est que, au final, moi, ce qui me fait plaisir, c'est les actes. Et là, il est passé. Alors, je veux dire, peu importe du moment que maintenant il va être ratifié, on a encore un peu de chance avec le Sénat, mais je crois pas beaucoup, malheureusement. À voir. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Greta Thunberg ? Moi, je pense que c'est devenu un peu un symbole de cette jeunesse qui se lève. Évidemment, elle n'est pas seule. Il y a des milliers, des centaines de jeunes derrière elle, de partout dans le monde. Et je pense que c'est très bien aussi que nous prenions en main notre futur. Et justement, toi, tu t'engages aussi, la petite vingtaine. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager ? Parce que finalement, tu pourrais surconsommer, t'as envie de profiter, de voyager, de prendre l'avion, que jeunesse se fasse, entre guillemets. Qu'est-ce qui donne envie de s'engager quand on a 20 ans ? Bien sûr, mais il y a eu des choix plus difficiles que d'autres, des renoncements plus difficiles que d'autres. Mais au final, ça me rend heureuse. Et pour raconter mon histoire en 2 minutes, j'ai grandi du coup dans la montagne, dans un petit village très très perdu, avec une mère à fond, tout ce qui était les plantes. On n'a jamais pris un seul antibiotique, on mangeait que bio, etc. Et c'était assez précurseur à cette époque-là. On était pratiquement zéro déchet de fait parce qu'on était obligé de prendre des grandes quantités vu qu'il n'y avait pas de route pour aller dans mon chalet l'hiver. Enfin bref, une mère vraiment très engagée et un père aussi très amoureux de la nature. Et donc pour moi, j'ai grandi dans cette nature et c'était normal. J'ai toujours eu envie de la protéger parce qu'en fait, c'était mon terrain de jeu, c'était aussi ma maison, c'était tout quoi. Et après, je suis arrivée à Paris pour rejoindre Sciences Po. Et là, c'était un petit peu la déconnexion. J'ai vu des gens, des amis même passionnants, qui savaient vraiment un tas de choses.
Mais beaucoup d'entre eux n'avaient pas cette connexion avec la nature et ne savaient pas des choses qui étaient pour moi ultra basiques, quoi. Notamment au niveau de l'agriculture, il y avait il y a vraiment une méconnaissance de comment pousse notre alimentation. Et c'est là je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Parce que c'est vraiment du bon sens qui va sauver le monde. On va pas pouvoir, c'est pas de la mécanisation encore. Et donc, je suis partie en Finlande pendant 1 an pour me former, parce que j'avais besoin de syndrome de l'imposteur, d'être formée sur ces questions-là. Et donc, je suis partie dans la fac d'agriculture pour apprendre les méthodes d'agriculture biologique. Et je suis rentrée, et là, je me suis engagée. Je me suis préparée depuis très longtemps, mais c'est vraiment ce retour-là où j'ai rejoint, du coup, le collectif On est prêt. Et puis depuis, je suis allée à Barcelone avec Cécile Duflo. Je suis allée au Festival de Cannes pour monter le marche et demander au monde du cinéma d'inventer un plus beau monde de demain avec Cyril Dion. Enfin, j'ai fait tout un tas de choses assez chouettes grâce à ce collectif que du coup je remercie. Collectif dont on va parler un peu après, mais je reviens sur un truc que tu as dit juste avant, en disant que tes camarades étaient complètement déconnectés. Et c'est vrai que ça, on s'en rend compte. On va acheter à manger, mais on ne saurait pas le produire. Et puis souvent, on ne sait même pas comment c'est fait. Qu'est-ce que tu en penses, parce que ça a l'air de te concerner, finalement qu'on aille acheter sans savoir comment c'est produit, qui le produit. Bien sûr, mais pour moi c'est l'origine en fait de tout. Je veux dire, la nourriture c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, hein, donc c'est pas un discours qui est toujours hyper facile à tenir, parce que il y a tout un tas d'autres choses à défendre un peu plus acceptables. Mais en fait, l'agriculture, pour moi, c'est vraiment la base de l'environnement, parce que les gens oublient que sans agriculteurs, en fait, on meurt. Enfin, sincèrement, je veux dire, qui aujourd'hui est capable de produire en autonomie? Personne. À Paris, si jamais il y a un problème, on a 4 jours d'autonomie alimentaire. À partir de ces 4 jours-là, on est complètement dans la merde. Pardon pour le mot, mais... Donc en fait, on oublie, tout arrive à Rungis par d'énormes camions, on ne sait même pas ce que... Il y a des choses qui poussent dans des conditions pas possibles, on détruit nos terres, on détruit aussi les hommes qui les produisent, parce que les agriculteurs vivent dans une misère assez dingue. C'est aujourd'hui ceux de la société qui se suicident le plus, qui ont le plus haut taux de suicide. Un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Un producteur laitier notamment. Un producteur laitier, bien sûr, mais aussi toutes les formations maraîchers, etc. Et en fait, on oublie un petit peu l'importance qu'ils ont, parce que pour moi, ça doit être le plus beau métier du monde, en fait. C'est ce qui nous permet à tous de vivre, de faire société, de pouvoir faire autre chose. Parce que travailler à son autosuffisance, ça prendrait du temps. Donc on n'aurait pas le temps de faire tout ce qu'on est en train de faire dans notre vie parisienne et citadine palpitante, si en fait on devrait s'occuper de ça. Donc nous, on y va de manière hyper nonchalante, on jette tout, on se rend pas compte qu'un ananas, ça met 1 an et demi à pousser, et on va le jeter parce que en fait finalement on l'a laissé passer, on avait un peu la flemme. On va acheter des tomates en plein milieu de l'hiver, qu'on poussait sous serre, qu'on demande une énergie pas possible. Et en fait, tout ça, ça a un impact direct sur la vie des agriculteurs du bout du monde, des fois, sur notre planète et même sur notre santé. Parce qu'aujourd'hui, avec l'agriculture où on s'est complètement déconnecté, c'est devenu une industrie, les prix des céréales sont cotés en bourse, on a atteint des limites incroyables. Aujourd'hui, on a par exemple, pour manger une pomme, pour avoir la même quantité de vitamine C dans une pomme, il faudra en manger 100 pour avoir la même quantité de vitamine C qu'une pomme en 1950. Oui, parce que du coup, ça menuise, parce que certaines industries agroalimentaires... j'ai vu un reportage où, en gros, c'est eux qui, en fait, fournissent les graines, c'est ça. Il y a... L'histoire des semences est assez folle, en fait. Maintenant, on n'a plus le droit. Je sais pas si vous étiez avec vos grands-parents, on ramassait, des fois, on gardait toujours une partie de la récolte à côté pour replanter d'année en année. Donc, ça s'appelle les semences paysannes. Comme ça, on était indépendants, ça se fait comme ça depuis des milliers d'années. Et en fait, depuis quelques années, les années 70, c'est interdit d'utiliser ces semences paysannes. Donc aujourd'hui, ma mère, par exemple, est à un jardin illégal puisqu'elle achète des graines à cocopelli qui ne sont pas dégénérescentes. Sinon, 75% du marché des semences mondiales sont détenus par 5 multinationales, dont la première Monsanto Bayer, qui en fait ont fait des graines qu'on ne peut pas replanter d'année en année, qui sont dégénérescentes donc ou stériles, pour en fait garder cette dépendance du paysan à l'industrie, à l'agro-industrie. Donc il est obligé de faire des prêts, etc. Et puis après, Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au quotidien ? Par exemple, moi, j'ai envie de m'engager sur cette question alimentaire. Qu'est-ce qu'il faut faire, un petit geste qui pourrait justement contribuer à plus ? Eh bien, il faut notamment, évidemment, mettre une pression collective sur nos dirigeants, bien élire nos députés. Il y a la PAC en 2020 qui va passer. Ça va être un gros moment très fort pour l'agriculture. L'enjeu est énorme, donc renseignez-vous. Il y a un collectif qui s'appelle Pour une autre PAC. Et puis dans notre quotidien, on peut par exemple faire partie d'une AMAP où on va payer. Moi je fais partie d'une AMAP, je paye 10 € par semaine. Chaque semaine je vais avec mon petit tote bag chercher mes légumes, j'ai une caisse de légumes et je sais pas ce qu'il va y avoir dedans.
Donc le producteur n'a pas eu de pression, il a pu mettre ce qu'il y avait de la récolte de la semaine. Je sais que c'est juste à côté, je peux lui parler, il peut me raconter l'histoire de ses courgettes. Sinon, il y a aussi un magasin qui s'appelle Au bout du champ, où là, le matin, il est fermé. Tous les producteurs du coin amènent leur production le matin, et l'après-midi, vous pouvez acheter ce qu'il y a du moment, quoi. Et donc là, on sait d'où ça vient. Il y a le marché aussi, tout simplement. On oublie trop souvent. Il faut se renseigner parce que malheureusement, au marché, il y a encore quelques arnaques. Mais si on prend le temps de discuter avec le producteur, il n'y a aucun souci. Et ça reste un des meilleurs moyens d'avoir des produits frais, de saison. Oui, de saison, parce que finalement, si on va directement vers notamment dans ce que tu parlais sur la map... on n'a pas le choix. C'est souvent des kilomètres zéro ou quelques... C'est pas très loin de là où on a produit, donc en fait ils n'ont pas le temps d'aller faire des stocker pendant des dizaines d'années dans des avions avec des pesticides. Et pour en revenir à On est prêt, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que ce collectif ? Donc là tu nous as donné 2-3 exemples d'actions que vous avez faites, et c'est quoi en fait On est prêt ? Alors On est prêt, c'est un collectif qui a été fondé par Magali Payen il y a à peu près 1 an déjà. Et en fait, je sais pas si vous vous rappeliez, sur les réseaux sociaux, il y a eu en décembre un défi par jour. Donc chaque jour, on s'était par exemple, aujourd'hui, achète ta gourde réutilisable, aujourd'hui, mange végétarien, etc. Porté par plus de 200 personnalités du monde du cinéma, de la musique, des réseaux sociaux beaucoup. Et puis l'après-midi, expliqué par un expert. Et donc la dernière action était l'affaire du siècle. Donc on a porté avec plusieurs ONG, on n'était pas tout seul. Et donc voilà, ça a vraiment fait son chemin, ça a eu un impact assez fort chez certaines personnes, et donc on continue à faire d'autres actions aussi, à soutenir aussi Else Reparleur pour des actions de Extinction Rebellion, de Youth for Climate. On essaie de rassembler tout le monde. On a fait notamment la marche du siècle, où on a marché avec les Gilets jaunes pour montrer que justement la lutte sociale et climatique, la justice sociale et climatique, elle est de pair. Voilà, et on a plein d'autres beaux projets à venir, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, sur On est prêt. Et du coup, oui, toi, ça te semble inévitable de s'engager quand on est jeune ? Absolument, même pas quand on est jeune, en fait. C'est assez paradoxal parce ça pourrait être angoissant. C'est angoissant des fois, et on parle d'éco-anxiété, c'est vrai. Et à la fois, à chaque fois qu'on prend conscience, évidemment qu'on lit, qu'on se documente, parce que c'est vraiment pour moi la chose la plus importante, évidemment qu'on prend conscience que ça va mal se passer, il y a un moment donné où ça nous attriste et ça peut paralyser. Mais en fait, moi, c'est dès que je mets le premier pas dans l'action que vraiment c'est mon antidote. C'est ça qui me rend heureuse chaque jour. Si je me dis, écoute, dans tous les cas, j'aurais fait ce que j'ai pu, j'aurais décidé de moi d'y croire, et en fait, si tout le monde s'y mettait, peut-être qu'au final... on y arrivait. Donc en fait, c'est vraiment ça qui me rend heureux, et à la fois, on a aussi un peu presque une chance de se dire on est cette génération qui peut sauver le monde. C'est quand même pas rien. Ce qu'on voyait dans les films de science-fiction quand on était jeune, et là en fait, ça y est, c'est sous une forme différente, mais c'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est de sauver le vivant. Le monde, il restera là, évidemment, la planète, elle n'a pas besoin de nous, mais le vivant dans son ensemble est réellement menacé, et c'est à nous de faire tout ce qu'on a, de faire pression aussi sur les décideurs, sur les entreprises, d'agir dans notre quotidien, et d'agir en cohérence avec nos valeurs et le monde qu'on veut. C'est surtout ça qui est important pour moi. Est-ce qu'il faut commencer par quelque chose ? Est-ce qu'il faut commencer à son petit niveau et ensuite faire pression sur les entreprises, ou en fait on fait tout d'un coup ? Alors, j'aime beaucoup j'essaye d'être bienveillante. Donc en fait, c'est vraiment important. Donc faites ce que vous voulez. En fait, je dis souvent, c'est même d'ailleurs une opportunité. Ce moment de bascule qu'on est en train de vivre, c'est une opportunité parce que on est à un moment charnière où c'est à nous d'inventer le monde de demain. Donc en fait, j'ai envie de dire, écoutez-vous, votre vous le plus profond. Qu'est-ce qui vous fait triper, quoi ? Si c'est de faire de la pâtisserie, mais ouvrez une petite pâtisserie qui va faire avec des produits locaux. Si c'est d'écrire des bouquins, écrivez des bouquins sur ces sujets-là. Si c'est de faire de la musique, faites de la musique sur ces sujets-là. Évidemment qu'il faut essayer de nous, dans notre quotidien, agir, de faire pression, de voter pour des personnes qui vont porter ces messages-là, d'essayer de... Voilà. Mais j'ai envie de dire aussi, c'est un peu l'occasion. Il n'y a pas un moyen de s'engager, en fait. C'est justement en écoutant notre passion, c'est notre talent profond qu'on va être le plus pertinent et le plus efficace. Donc c'est une opportunité, en fait. Il ne faut pas en avoir peur. Et en parlant d'opportunités, toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu fais ? J'ai vu que tu avais lancé un podcast. Oui. Si tu peux nous en parler un petit peu. Et puis aussi, s'il y a 1 ou 2 projets dont tu peux déjà parler, même s'il y en a qui doivent, j'imagine, rester un peu allez, je vais faire une grande annonce, comme ça, j'ai trop obligée de le faire. Donc, je vais faire un podcast qui s'appelle Graines de Possible. Et je pars un peu, finalement, comme toi, là, à la rencontre des nouveaux acteurs du changement.
pour en fait raconter des histoires et montrer justement ça, que c'est pas que des héros comme des Greta ou quoi qui sont incroyables et qui vont nous sauver, c'est que vraiment chacun a son histoire un peu différente et va s'engager par rapport à ses passions, à son histoire, etc. Et là, j'ai un nouveau projet qui va sortir. Du coup, si je vous le dis comme ça, je vais être obligée de mettre un petit coup de pied aux fesses. C'est pour sensibiliser à l'avion. Parce que pour moi, ça a été le déclic le plus difficile et le plus récent aussi, parce que j'étais une grande globe-trotteuse. Je suis allée à Bali, on a envie etc. de découvrir le monde, on a envie de... Mais en fait, justement, c'est ça. Peut-être même d'aller le plus loin possible. Et en fait, on se rend compte que c'est pas forcément... Alors, ouais. Non, c'est pas qu'on se trompe, non, j'exagère, mais c'est qu'en fait, déjà, on méconnaît vraiment la puissance de... Enfin, le niveau de pollution qu'émet l'avion. C'est assez dingue. Pour vous donner juste une toute petite idée, un aller-retour à Bali, je dis ça parce que c'est là où je suis allée l'été dernier, ça équivaut à 1 an de vie d'un Français moyen. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il va manger la viande, qu'il utilise sa voiture, etc. Donc là, on se dit, voilà, moi j'ai fait le calcul des terres, savoir combien de terres, en gros, on devrait avoir si tout le monde vivait comme moi. Avec l'avion, 5 terres, sans l'avion, 1 terre. Donc c'est à partir de là où je me suis dit, ma cocotte, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et en fait, on se rend compte que, donc au début, c'est difficile parce qu'évidemment, on a envie toujours d'aller plus loin pour fuir un peu notre quotidien, mais ça nous oblige aussi à redonner du bonheur, des moments de pause dans notre quotidien et en fait se dire pourquoi j'ai besoin de partir, c'est peut-être parce qu'il y a un problème quand je reste. Et ce serait peut-être ça d'abord à traiter. Et aussi, montrer qu'en fait, il y a des choses magnifiques autour de nous, mais on ne s'en rend pas compte. Enfin, sincèrement, là, je vais partir en Ardèche, on a l'impression d'être en plein milieu de la Thaïlande, je vous assure. Il y a en Savoie, les montagnes sont incroyables, je sais ça parce que je viens de là, donc petit instant pub. Mais je confirme. Non, mais en réalité, en fait, on apprend à redécouvrir. Mais là, même la France, je suis allée à Barcelone, sinon en train, en 6 heures, j'y étais. En avion, le temps de mettre les bagages, d'aller de l'aéroport qui est toujours en dehors de la ville, etc. En fait, des fois, c'est pas si triste que ça et on apprend à redécouvrir les choses autour de nous et en fait, ça fait du bien et je vous assure qu'il n'y a rien d'angoissant et il n'y a rien de limitant et d'étouffant à voyager en France et autour de nous en train, quoi. Donc ça fait partie de ton nouveau projet. C'est parti de mon... Voilà, je vais essayer de montrer, sans culpabiliser les gens, évidemment, parce que je sais qu'il y en a qui ont... On a toujours le choix, mais qui ont vraiment des impératifs, etc. Et en plus que le train est trop cher, donc c'est à nous de faire des pressions sur le décideur. Mais juste, en fait, montrer que une autre manière de voyager est possible, plus écolo, et qu'en fait, partir loin, au bout du monde tout le temps, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus excitant, quoi. Super. Et ben merci beaucoup, merci Camille. Merci à toi. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à faire une capture d'écran pour vos réseaux sociaux, conseillez-le à vos proches, tout ce que vous voulez. Merci beaucoup et à très vite.